Ce n'est pas une escale, ni un rendez-vous, c'est un lendemain de prix, d'une splendide récompense, reconnaissance. Mon invité est un homme qui a construit des ponts entre la France et la Roumanie, Paris-Bucarest, Bucarest-Paris, à vol d'oiseau. Et hier, la joie de recevoir le prix Rive Gauche à Paris, meilleure revue littéraire 2021. Dan Bursea, bonjour, c'est votre blog Lettres Capitales qui a reçu ce prix. Bonjour Jeanne, oui c'est le blog qui a reçu ce prix de la meilleure revue littéraire 2021. Dan Bursea, avez-vous dormi hier après la magnifique soirée? Peu et avec des intermittences, et je dois le dire, parce que je me suis réveillé plusieurs fois, et c'était parce que c'était tellement chargé d'émotions, mais bon, ça va, on peut dire que ça va ce matin. À quoi avez-vous pensé quand vous avez reçu le prix? C'est-à-dire déjà un peu avant, c'est sûr, quand vous l'avez su, mais quand vous étiez déjà en recevant le prix, parce qu'on pense, on a le temps de penser à quelque chose. On a le temps de peu de temps, oui, de penser. Mais pour vous dire, même si c'est, on va dire, quelque chose d'instinctif, d'inconscient, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais bien sûr que j'ai pensé à tout le travail, j'ai pensé à ma famille, j'ai pensé à mes enfants, et j'ai surtout pensé à tout le monde qui a contribué à ce succès. Parce qu'il faut dès le départ dire que Lettres Capitales, c'est une œuvre commune. Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est mon travail, bien sûr que... Mais ce serait trop présomptueux de dire ça. Parce que Lettres, comme je le disais hier soir, Lettres Capitales, c'est comme une maison. Oui. Mais une maison n'est pas accueillante, n'est pas vivante si elle est vide. Il faut bien sûr que ce soit une maison habitée. Habitée, voilà. Et voilà, et c'est à tout ça que j'ai pensé. Ensuite, bien sûr que j'ai pensé à tout ce trajet incroyable. Justement, on va en parler. Voilà. Parce que quand on part, comme vous, parce que vous avez quitté la Roumanie natale pour venir avec votre famille en France, quand on part avec seulement, c'est vous qui me l'avez raconté, 2 valises, oui, et la langue française pour passeport, c'est vertigineux, c'est comment? C'est tellement vertigineux qu'on se dit souvent que c'est une chose qu'on ne peut pas faire 2 fois. Oui. C'est aussi une décision, si vous voulez, de vie tellement importante qu'elle est nécessairement un peu une aventure. Oui. On ne peut pas décrire qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on décide de tout quitter. Oui. Mais il y a bien sûr une raison. Bien sûr. Quand on vit pendant pratiquement la moitié de sa vie dans un pays qui est enfermé sur lui-même, le sentiment de liberté est plus fort que tout. Oui. Et ensuite, on veut le mieux. Bien sûr. On veut le mieux, surtout pour ses enfants. Bien sûr. Et comme je vous disais, c'est quelque chose de tellement inouï que c'est difficile d'expliquer. C'est difficile d'expliquer, oui, bien sûr. Dan, vous avez refusé de naufrager corps et bien, et vous vous êtes attelé à construire cette nouvelle vie. Vous êtes traducteur et vous avez été aussi au Parlement européen, je crois. Oui. Et cette maison dont vous parlez, qui est Lettres Capitales, pour vous, c'était important de construire des contours à cet homme et à cette famille qui est partie avec 2 valises d'un pays natal et avec la langue pour seul passeport. Alors, vous nous racontez les débuts de Lettres Capitales. Comment est venue l'idée de Lettres Capitales? Pour expliquer les débuts de Lettres Capitales, il faut, à mon avis, dire que c'est une passion qui ne date pas d'hier. Oui. C'est une passion d'une vie. Et il faut dire qu'il y a beaucoup de domaines qui demandent beaucoup d'exigences, beaucoup de travail. Mais la littérature, comme les arts, comme beaucoup d'autres choses, comme l'éducation par exemple, ne peut pas se faire sans vocation. Et pour expliquer cette vocation, parce que vocation en latin, ça veut dire appel. Oui. Donc il faut répondre à un appel. Et quand on répond à ça,
on se rend compte que la littérature, qui est tellement profonde, mais pour saisir cette profondeur, il faut avoir la passion d'explorer ce domaine. Je dirais donc que l'être capital n'est que l'aboutissement d'une longue vie de passion pour la littérature. Comment est né l'être? Comment est né le blog L'être capital? C'est en quelle année déjà? 2017. 2017, où j'ai décidé de créer ce blog. Pourquoi? Parce que j'avais besoin quand même de structurer quelque chose. Je le dis d'ailleurs dans l'introduction. Dans L'être capital. J'avais besoin de structurer parce que je ne voulais pas m'éparpiller. Avant de créer le blog L'être capital, je publiais déjà des articles dans la presse roumaine. Vous avez même, on en parlera après, vous avez même traduit des lettres inédites d'Émile Cioran. Voilà, exactement. Et je publiais déjà dans les principales revues littéraires de Roumanie, je publiais déjà des articles, des recensions, des interviews avec des écrivains français. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que je crée quelque chose qui soit un espace plus structuré, que ce soit un espace, mais je ne le dis pas de manière égoïste, que ce soit un espace qui me représente. Oui. Et je n'avais pas de titre, de nom, on va dire, pas logo, mais enfin, je n'avais pas quelque chose qui exprime tout ça. Et l'idée m'est venue, à un moment donné, de dire L'être capital, qui est un jeu, bien sûr. Quand on pense entre L'être capital en majuscule et donc l'importance de la littérature et les deux capitales, Paris-Bucarest. Et tout au début, j'avais pensé à ce slogan, on va dire, Paris-Bucarest et retour. Oui. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose vide de sens. Bien sûr. Paris-Bucarest et retour, ça a toujours été, c'est une réalité. Oui. Et c'est une réalité culturelle tellement forte que beaucoup de gens aujourd'hui disent il y a des écrivains en France et on ne sait plus s'ils sont roumains ou pas. Bien sûr. Il y a bien sûr la génération que tout le monde connaît, des grands, des Ionesco, mais peu de gens savent que, par exemple, il y a une jeune génération maintenant qui ont choisi d'écrire en français alors que c'est pas leur langue maternelle, mais c'est un choix pour prouver que la littérature peut, même pour un roman, se créer en langue française. Oui, bien sûr. D'où cet aller-retour. Et c'est une réalité. Ce n'est pas une invention. Ce n'est pas une construction, une métaphore. Oui, c'est une réalité. C'est une réalité. J'ajoute aussi que beaucoup de gens ne savent pas que Anna de Noailles est roumaine. Et bien sûr, absolument. Dan, vous étiez enseignant donc, et traducteur déjà en Roumanie. Votre épouse était parolière de musique connue en Roumanie et professeur de musique également. Oui. Et vous étiez venu avec votre fils, parce que votre fille vous a rejoint plus tard. Votre fils, qui est aujourd'hui donc enseignant, et savait deux mots en français. Fatigué et magnifique. Qu'avez-vous mis entre ces deux mots? Lorsque mon fils est arrivé en France, c'est vrai, il connaissait ces mots, qui exprimaient sans doute, mais on n'avait pas conscience à ce moment, qui exprimaient tout son état d'esprit. Mais c'est lui qui nous a poussés. Oui. Parce que son courage, quand il a commencé l'école, alors qu'il était, comme vous dites, entre ces deux mots. Oui. Et aller à l'école la première fois en français. En France, lorsqu'il est allé à l'école, il est parti sans se regarder en arrière. Et ça, c'est vraiment le moment où nous avons compris que nous avions réussi notre chemin. Bien sûr que par la suite, entre ces deux mots, on a construit beaucoup de choses. Bien sûr. Ça m'aimait beaucoup ces deux mots, moi. Oui. Ça m'aimait beaucoup. Fatigué et magnifique. Parce que peut-être que toute la vie, elle est entre ces deux mots. Même aujourd'hui. Même aujourd'hui, même pour tout le monde. Même aujourd'hui, nous sommes tous comme ça. Oui. Mais d'abord parce que quand on dit fatigué, bien sûr qu'on a une conscience de l'effort que nous devons. Bien sûr. Et le poids de l'existence. Et le poids de l'existence. Et là, c'était un enfant. Ça, c'est un enfant. Et il était un enfant. Mais
je ne veux pas parler, enfin, si, je peux parler de lui, de mon fils. Je l'ai vu hier, il était très fier. Très et fier. c'est un silencieux, c'est un taiseux, il dit rien. L'émotion était sur son visage. Oui, oui. J'ai vu ça, c'était très émouvant. Oui. Dan, combien de temps pour dire magnifique? Même aujourd'hui, je dirais. Donc, Tout le temps, ça va faire 30 ans que nous sommes en France et tout le temps, si vous voulez, qui nous est donné, c'est un temps qui accepte cet adjectif, ce qualificatif de magnifique. Pourquoi? Parce que, vous savez, on a une image de la vie qui est... On a deux possibilités dans la vie. Soit on descend vers le pessimisme, vers l'indifférence, soit on monte, soit on est dans un chemin d'ascension. Oui. Quand je dis ça, on parle bien sûr de cette magnificence de la réalité de la vie. Notre vie, à nous, à moi, à mes enfants, à mon épouse, c'est une vie d'accomplissement. Nous sommes toujours en train de monter étape par étape. D'abord l'intégration des enfants, leurs études, leur réussite. Ensuite, moi-même, mon épouse, qui a continué ensuite à faire son métier de professeur de musique. Et tout ça, ça prouve, si vous voulez, que la vie peut se vivre de cette manière, que la vie c'est un accomplissement. Oui. Il faut le dire parce que on ne peut pas vivre avec l'idée de la décrépitude, vous voyez, de la disparition. C'est pour ça que je vous ai dit, vous n'avez pas voulu son vrai corps et bien. Au début. Voilà, pardon, voilà, entièrement d'accord. Voilà. Nous l'avions déjà dit donc, vous étiez traducteur et vous aviez traduit pour la RNF les lettres inédites de Émile Cioran. D'ailleurs, vous étiez passé à Gallimard, chez Gallimard, dans un fil de mémoire. Et voilà, on va le voir, si vous voulez bien me le montrer. Voilà, justement, superbe. La traduction, est-ce que c'est une langue universelle, Dan? C'est une langue universelle, sans doute, et c'est peut-être un effort, même s'il n'est pas complètement accompli. Parce que la traduction, c'est quand même une perte. Oui. Mais même si il n'est pas accompli, n'oublions pas une chose. C'est Benjamin Fontaine, je crois, qui disait, je ne sais pas si c'est lui, mais je pense, qui disait que les mots, ils se perdent d'une bouche à l'autre, voilà, et qu'on peut les retrouver différemment. Exactement. Oui, et combien d'autres ont relevé ce danger de la perte de... Mais comment faire autrement? Oui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que un traducteur est mis devant un énigme. Oui. Il doit accepter cette perte. Oui. Il doit être conscient que cette perte vaut quand même le travail de transcription, de traduction, bien sûr, de transcription d'une pensée à l'autre. C'est un travail nécessaire, même s'il n'est pas incomplet, c'est un travail noble, parce que ça permet à des gens de prendre connaissance des trésors qui sont écrits dans d'autres langues. Je ne parle pas seulement du français, mais de la traduction en général, et combien même pour les classiques, etc., combien même l'effort du traducteur est énorme, immense. Bien sûr. On dit aussi que le traducteur doit être reconnu comme un deuxième créateur, un autre créateur, un auteur, pas de deuxième rang, mais un auteur qui essaye d'être à la même... D'ailleurs, maintenant, on se bat pour avoir le nom du traducteur sur la première de couverture. C'est une reconnaissance, voilà, c'est une reconnaissance. Ça, c'est une réalité française, parce que dans d'autres pays, comme la Roumanie par exemple, le nom du traducteur est toujours... Dan, pour revenir à la parole donnée aux auteurs dans Lettres capitales, parce que Lettres capitales, on en reparlera, ce sont deux choses. Il y a le critique que vous êtes, parce que vous faites des critiques de livres aussi, des recensions, mais en même temps, vous avez donné la parole à des auteurs. Les interviews, ce sont toujours les mêmes, jamais les mêmes réponses, et ni la même lecture de la part du lecteur, ou bien on n'entend pas la même chose. Chacun va à la ligne qui parle de lui et qu'il ressent. Et certains auteurs avouent
n'avoir jamais pensé dire ce qu'ils vous disent. Et je trouve que c'est formidable. Ce sont, ce que vous venez de dire, ce sont plusieurs choses. Il faudra, Oui. Voilà. La critique, c'est très important. Oui. Hier soir, Frédéric Vitou de l'Académie française a relevé ce travail. Il faut savoir sonder le livre, sonder l'univers d'un auteur. Pour le faire, il faut une lecture très attentive, qui a, bien sûr, ses rigueurs, Oui. ses critères. Oui. On ne peut pas faire défaut à l'auteur en lisant, si vous voulez, superficiellement, de manière superficielle, son livre. Pourquoi? Parce qu'il y a un critique est très attentif, bien sûr, à l'histoire, mais il n'y a pas que ça dans un livre. Il y a le style, il y a les mots qui reviennent, il y a même ses obsessions, Bien sûr. il y a même sa manière de construire les personnages. Et sa distance par rapport à ces personnages. Sa distance. Aussi. Et n'oubliez pas qu'un critique cherche derrière chaque Bien personnage l'auteur. Oui. Pour cela, et je vous dirai quelque chose après, pour cela, il faut avoir l'œil attentif et il faut lire pas les œuvres, Oui. mais les auteurs. Oui. Je vais vous raconter une anecdote, c'est pour ça que ça m'est venu à l'esprit. Quand j'étais étudiant, la professeure de littérature roumaine nous avait demandé de lire un livre. Et un de mes collègues a eu parce qu'elle demande, est-ce Oui. que vous avez lu le livre? Et un de mes collègues a le courage de dire, non madame. Nos camarades, Oui, oui. on ne disait pas madame Oui. à l'époque, non, camarade. Et elle le regarde et dit, pourquoi? Parce que je n'ai pas aimé. Elle le regarde et dit, mais vous êtes des étudiants en littérature. Vous n'êtes pas ici pour lire ce que vous aimez ou pas. Parce que si vous devez dire d'un livre qu'il est mauvais, ce que vous venez de bien dire, sûr. il faut le lire. Il faut savoir de quoi on parle. Oui. Ça, pour moi, ça a été, et pour beaucoup d'autres, ça a été une leçon. Oui. On ne peut pas exprimer des choses dans le vent. Bien sûr. Il faut argumenter, il faut connaître les choses. Oui. C'est ce que vous faites d'ailleurs. Vous avez une critique aussi toujours, je trouve, positive. Et en même temps, vous avez éliminé le mot « je ». Vous ne dites pas « je ». C'est comme si vous étiez le témoin de ce livre. Voilà, parce que le travail du critique, Oui. c'est pas le travail au service du critique. Si je dis « je », ça veut dire que j'occupe une... Non, ça serait trop présomptueux Oui. de ma part. Non, l'objectif de la critique, c'est de montrer le livre et l'auteur. Pourquoi? Parce que vous pouvez inventer tout ce que vous voulez. La réalité dont vous parlez en tant que critique n'existe que dans le livre. Oui. Donc vous ne pouvez pas demander à un roman de répondre à des choses qui sont en dehors du roman. Oui. Et même si ça semble un peu, bien sûr, compliqué du point de vue de la théorie littéraire, oui. mais comment faire autrement? Pourquoi je vous dis ça? Parce que, même dans l'idée que beaucoup de gens disent, par exemple, j'ai pas aimé le livre, ils ont le droit, le lecteur a le droit. Pas le professionnel dont je vous parlais de mon collègue, Oui. mais le public. Souvent, ils disent, je n'ai pas aimé le livre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que la personne, le lecteur, ne s'est pas reconnu Oui. dans cette histoire. Et à ce moment-là, il faut se demander, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Où ça n'a pas été? Voilà, qu'est-ce qui n'a pas été... Il faut expliquer la chose suivante. La littérature n'est pas une réponse. Oui. Elle est une suite d'interrogations que l'auteur pose dans son livre, dans son œuvre, pour aider le lecteur à se poser lui-même soit les mêmes questions, soit plus de questions pour sur Donc c'est soi. une lecture augmentée qu'on offre. C'est une lecture augmentée et c'est une invitation Oui. au questionnement. En questionnement. Dan, toutes ces personnes, je reviens sur ces personnes qui vous ont répondu pour les mêmes questions, c'est ça qui est formidable. Les mêmes questions, une multitude de réponses, ce qui est normal, mais en même temps des choses qu'ils n'ont jamais dites ailleurs. C'est extraordinaire ce sondage, entre guillemets, de soi.
c'est vertigineux. C'est vertigineux, oui. Pour moi, c'est une grande surprise. Oui. Je veux le dire très sincèrement. Oui. Lorsque j'ai imaginé à créer une catégorie, une rubrique Oui. de portraits, Oui. j'étais obligé de choisir Oui. entre deux méthodes. Oui. Soit j'adapte les questions à chaque personne, soit je fais une grille de questions et je le laisse comme ça pour tout le monde. J'ai dû choisir cette option pour l'unité de ces portraits. Je n'avais jamais imaginé qu'il y aurait une telle diversité de réponses. Tout le monde s'est plié au jeu et chacun parle répond à sa manière très profonde, très sincère, oui, oui. Sincère très intime. Très intime à ces questions. Oui. J'ai été moi-même surpris et je suis... C'est émouvant. Oui, émouvant. Et je suis plus que content, je suis heureux de voir la première chose que les gens ont envie de parler d'eux, ont envie de parler de qui ils sont, de comment ils font. Pourquoi ils écrivent. Pourquoi ils écrivent. Parfois ils ne le savent pas. Il y a quelqu'un qui vous a dit « Je ne savais pas pourquoi j'écrivais. Je le sais maintenant. » Voilà. Elle a pensé. Voilà. Oui. Et plusieurs auteurs m'ont dit Oui. Vous me faites penser à quelque chose auquel je n'avais pas pensé en écrivant le livre. C'est presque normal. Vous parliez tout à l'heure de lecture augmentée. Oui. C'est presque normal parce que on va dire ça comme ça, chaque lecteur donne une dimension supplémentaire, un rajout à l'œuvre. Parce que l'auteur, lorsque le roman est publié, est paru, il ne lui appartient plus. Non, il appartient au lecteur. Il appartient au lecteur. Le critique ne fait que proposer, bien sûr, dire. C'est le lecteur qui fera tracer quelques lignes pour après permettre au lecteur de se retrouver ou sinon de l'inciter à lire le roman. Mais après, parce que la lecture c'est une intimité. Bien sûr, c'est une intimité. Et je souhaite souligner aussi, bien sûr, le travail de toute la chaîne du livre, à commencer par l'éditeur et tout, mais le libraire. Parce que parfois le coup de cœur du libraire, ou bien l'avis du libraire, on vient lui faire confiance, on lui demande quel livre. Oui. Et je trouve magnifique, avec tout le travail qu'ils ont, d'avoir le temps de lire et de conseiller, même si c'est leur métier. Par les temps qui courent, c'est très compliqué. Oui. Dan, je voulais vous poser une question. Est-ce que, parce que pour moi, par exemple, bien sûr, le blog est magnifique, mais j'ai entendu dire que beaucoup de gens avaient envie que ces portraits soient édités, parce qu'au fond, c'est une documentation pour beaucoup de personnes, de métiers, de journalistes, etc. Vous pensez que vous aimeriez que ce soit édité en papier aussi? C'est un projet? C'est un souhait. Je sais que là, aujourd'hui, nous vivons beaucoup comment on appelle ça, de l'internet, de sans papier, on va dire, de format électronique. Oui. Mais moi, je souhaite de tout cœur que ces portraits soient édités. Il faut le dire, j'ai une centaine de portraits. Oui. Une centaine de personnes, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Et ça permettrait, en tout cas, de créer un papier, une sorte d'annuaire, une sorte de livre de présentation qui serait très utile. Bien sûr. À la fois pour les libraires dont vous venez de parler et que le travail est magnifique. Et pour les journalistes aussi, pour la presse et même pour les étudiants en lettres, pour tout le monde. Exact. Parce qu'on peut revoir aussi le changement d'un auteur, sa maturité dans son écriture, même dans sa façon de dire. Mais c'est une très bonne chose. Si c'est pour les étudiants, mais pour les professionnels, bien sûr. Même pour les éditeurs, ces portraits, il faut le redire, contiennent tout ce qu'il y a de plus intime de la personnalité, de la conception que chacun donne de la littérature et une image très détaillée, très intime de comment ils écrivent. Quel est par exemple leur rapport à leur personnage? C'est essentiel. Bien sûr. Alors ça pourrait aider, par exemple, même les étudiants, ça pourrait aider beaucoup de monde à prendre pied sur, si vous voulez, sur leurs études, s'ils sont en train d'étudier une œuvre, un auteur, de prendre ça comme un début de réflexion. Mais même aux critiques, en lisant les autres livres, si on sait ce que l'auteur, sa démarche, ça nous aide ça aide les critiques à... Absolument.
Dan, à qui aimeriez-vous dédier ce prix prestigieux, prix Rive Gauche à Paris, de la meilleure revue littéraire en ligne? À mon épouse. À votre épouse. À mon épouse parce qu'elle est patiente. Elle a compris ma passion. Comment s'appelle votre épouse, Dan? Elle s'appelle Mala, qui est une... Qu'est-ce que ça veut dire? Une abréviation de Maria Hélène. Ah, c'est joli. Maria, quand elle était petite, on l'appelait Maria Hélène, elle avait 3 ans et demi, elle a dit non, Mala. Et c'est elle qui s'est donné ce prénom. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. Voilà, il est à sa place, bien oui, et bien sûr à mes enfants que j'aime tant et que nous avons essayé de diriger vers les mêmes passions que nous. Oui. Il faut dire que mon fils est professeur de lettres et ma fille est chanteuse. Oui, je sais, à Limoges, dans le chœur... dans le chœur de l'opéra à Limoges. Et il ne faut pas oublier qu'elle écrit des poésies. On va en parler tout à l'heure. On va en reparler. Elle a publié 4 recueils de poésie. Vous êtes tous comme ça, Nous sommes une famille, voilà. Hier, j'ai assisté à un grand moment et je voulais remercier infiniment Laurence Biava, la présidente du prix des Savoirs et du prix Rive Gauche à Paris, de m'avoir invitée. Je voudrais aussi la remercier, elle et les membres du jury, dont certains sont de nos amis, pour le cœur qu'ils mettent à l'ouvrage, parce que ce n'est pas facile. Hier, ça semblait très joli, très bien, mais ce qu'ils font est essentiel, parce que ces prix donnent un sens, donnent aussi à la vie et en même temps un sens aux livres, aux arts. Et vraiment, ils ont fait un travail magnifique. Et Laurence Biava et son jury a fait un travail magnifique. Je tiens à les remercier et je pense que vous aussi. Bien sûr, moi parce qu'on a vu ça hier. Franchement, c'est pas facile de préparer tout ça. C'est extraordinaire. Mais vous savez. Parce qu'ils ont la vie alimentaire et ils ont ça. Voilà, c'est énorme. Exactement. Et déjà, quand ils le font en dehors de leur activité. Mais vous savez, c'est comme un virtuose. Oui. On admire sa manière facile d'interpréter des choses, un violoniste, mais on oublie que derrière il y a des gammes et du travail. C'est la même chose. Hier, ce que nous avons vu hier, c'était la partie visible, joyeuse de la remise des prix. Bien sûr. Mais derrière, il y a un travail. Sans doute, il y a un travail. Ils ont dû faire plein de choses. Lire, c'est déjà choisir, parce que le choix, c'est pas quelque chose de facile. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer quel message nous adresse tout ce travail, qu'il y a des gens qui aiment encore, qui aiment, et ça veut dire que le monde n'est pas encore fini. Non. Et vous voyez, c'est ça que je veux dire. Le prix, comment interpréter un prix? Bien sûr, c'est une reconnaissance. Qui pourrait dire qu'il n'est pas content de recevoir un prix en récompensant son travail? Bien sûr. Mais comment vous dire? Il y a autre chose derrière. Il faut avancer. Les jurys, par exemple de ce prix, mais les jurys dans d'autres prix, encouragent les gens à vivre. Oui. Et donnent un message que... On va le voir en même temps, ce prix. Donne le message que... Voilà, très beau, magnifique. Transmettre le message que l'art n'est pas mort. Et quand on dit que l'art n'est pas mort, que la littérature n'est pas, que la beauté n'est pas assombrie, c'est que la vie a un sens. Pratiquement, si vous voulez, ce qu'ils font, c'est donner un encouragement aux créateurs de continuer leurs efforts. Il ne faut pas oublier une chose. Le travail de l'écrivain, c'est un travail solitaire. Oui, bien sûr. C'est un travail dur, avec ses obsessions, ses fantasmes, sa beauté intérieure. Bien sûr. Vous parliez tout à l'heure des libraires. On peut parler, bien sûr, le rôle des critiques, comme on avait dit, mais il y a aussi, ces jurys qui donnent de leur attention et de leur temps à juger si vous voulez, la valeur de la littérature. C'est un travail très important. Bien sûr. Mais toute la chaîne du livre est importante. Déjà, à partir de l'éditeur, le choix, c'est pas facile de choisir parmi des milliers. L'imprimeur, la qualité, il donne son avis. Enfin, il y a toute une chaîne. Mais vraiment, je trouve que vraiment ces prix ont une grande importance. Oui. Parce que c'est beaucoup de travail, ça a un sens. Ce n'est pas seulement des mondanités. La mondanité, on la voit après. C'est pas une mondanité, c'est une fête. Le mot est mauvais de mondanité. C'est une fête qu'on nous a offert, entre autres hier. Il y avait aussi une jeune femme qui jouait de la harpe. Il y avait un pianiste. Donc on avait
tout un ensemble. Et je souhaite ajouter que c'était aussi, il y avait 2 hommages très importants pour Axel Kahn qui nous a quittés et pour Roland Jacquard. Et Julien Sandre a été très émouvant en le faisant. Bien sûr. Cet hommage. Bien sûr, vraiment. bien sûr, bien sûr. Alors, moi, à mon tour de vous dire que je n'ai pas beaucoup dormi hier, non plus, parce que j'ai pensé à tout ça. Je ne savais pas que ces mots d'un poète romain que j'aime beaucoup, de Hilari Voronka, que je pourrais m'en servir un jour, et je ne savais pas surtout que j'allais vous les dire à vous. Je les voici. Les immigrants ne cessent d'escalader la nuit. Ils grimpent dans la nuit jusqu'à la fin du monde. Et vous, cher Dan, vous avez grimpé dans la nuit. Vous avez grimpé jusqu'à trouver la lumière, pas seulement celle d'aujourd'hui. Depuis le premier jour, vous tentiez de trouver cette lumière qui aide à vivre, parce que la vie parfois n'est pas au rendez-vous comme on pense. Aujourd'hui, c'est une lumière qui récompense le grimpeur que vous êtes. Oui. Arrête-t-on de grimper dans la vie, Dan? Jamais. 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 On dit toujours, les mystiques le disent, c'est Thérèse de Lisieux, je monte vers la lumière. Ça, c'est la partie, si vous voulez, bien spirituelle. C'est la quête, en réalité. La quête, bien sûr. Mais la vie continue, il faut se battre, il faut toujours avoir ce que Voronka dit. Grimper dans la nuit, c'est chercher le sens. C'est pas facile de trouver le sens de la vie. Pourquoi? Parce qu'on le trouve souvent chez les autres. Les tentations d'aujourd'hui poussent les gens à trouver souvent le sens dans la futilité, dans les choses. Mais rester concentré sur soi-même. Essentiel. C'est l'essentiel. Vous savez, chaque âge a ses priorités. Bien sûr. La jeunesse veut dire quelque chose, notre âge à nous a d'autres priorités, mais il ne faut jamais cesser de chercher, c'est-à-dire de grimper. Chercher quoi? Si on se contente de dire que le sens est disparu, qu'il n'y a plus de recherche à faire, on vieillit d'un seul coup. C'est comme si vous voulez, comme un affaissement. Voilà. Un affaissement spirituel et c'est fini. Mais moi, personnellement, mes enfants et mon épouse non plus, on n'a jamais pensé à ça. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a fallu se battre dans la vie. N'oublions pas une chose, nous avons passé la moitié de notre vie dans un régime totalitaire qui nous a privés de toutes sortes, de tout contact. Et comment la pensée reste vivante dans un régime pareil? Parce que c'est extraordinaire. Et après, je vous dirai ce que vous m'avez dit sur les jeunes, qui m'a beaucoup interpellé hier. Oui, la culture et l'espoir, l'espérance. On a parlé par exemple, de la langue française. Oui. Il faudrait que je vous explique comment moi j'ai appris le français et qu'est-ce que ça a fait pour moi, qu'est-ce que ça a représenté pour moi. Je le dis souvent, je n'ai pas un grand mérite d'avoir appris la langue française. Parce que pour moi, ça a été tellement naturel. Oui. C'est venu tellement vers moi, je ne peux pas expliquer. Oui. Si, peut-être que je peux expliquer, on le dit toujours, par la personnalité de mon professeur. Oui. C'était un Français, né dans une famille française qui s'était expatriée dans les années 30 en Roumanie. Il était français et amoureux. Et quand moi j'ai vu cet homme qui avait l'âge après, il est parti à la retraite, cet homme tellement passionné, qui nous parlait le français comme ça, jusqu'à la fin de sa vie, quand je le rencontrais dans la rue, nous parlions tous les deux français. Il était tellement content. C'est beau. Et moi de plus, bien sûr. Et c'était donc l'exemple du maître. Et ensuite, cette facilité d'apprendre le français, pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire. On dit qu'on a des dons dans la vie, je ne sais pas. Mais ça fait partie de ces cadeaux de la vie. Ensuite, on parle de la réalité, de qu'est-ce que ça veut dire le français dans un régime totalitaire. Ça ouvre l'espace de la connaissance,
lorsque le pays est enfermé, idéologiquement, Oui. mais même physiquement, Oui, oui. parce qu'on ne pouvait pas. Toutes les frontières étaient fermées. Les frontières étaient fermées. Lorsqu'un pays est donc fermé idéologiquement, on fait appel à d'autres portes de sortie. Le français, pour moi, ça a été une porte de sortie pour connaître le monde. Bien sûr que, comment vous dire, il y a des livres, même des auteurs roumains qui n'étaient pas encore traduits, qu'on avait du mal à trouver. Mais quand on trouvait ces livres, comme je vous ai déjà dit, on se les prêtait avec un délai précis. Oui. C'est-à-dire que c'était comme une forme de résistance, on va dire. Voilà. La résistance par cette forme de connaissance, de besoin de connaître ce qui est derrière. C'est pas une curiosité à la barbe bleue. C'est le besoin de comprendre le monde lorsqu'on nous refuse l'accès. C'est formidable. Oui. Et vous m'avez dit aussi quelque chose qui m'a frappé tout à l'heure dans la conversation. Vous m'avez parlé de cette jeunesse qui se met en premier rang, qui aussi, dans toutes les révolutions ou autres, reçoit la première balle. Il tombe, il y a ceux qui viennent derrière. Vous m'avez dit, les jeunes, c'est eux qui changent le monde. Et nous avons été jeunes. Et le monde a changé et va continuer à changer. Mais vous m'avez parlé de ces premières balles qui tombent et les autres sont derrière toujours. C'est très émouvant, parce que c'est émouvant au point de vue aussi. Vous savez, moi j'ai été professeur. Oui. Je suis très ému que vous dites ça. Pourquoi? Parce que en étant professeur, très souvent je regardais les enfants et je me disais, ils n'ont jamais connu les vraies choses. Oui. Moi, quand j'étais au lycée, quand j'étais jeune, j'avais des professeurs qui étaient formés avant la guerre. Oui. Certains d'entre eux ont fait même de la prison parce qu'ils étaient la prison dans les prisons communistes. Ces gens qui nous ont formés ne nous ont pas dit que la société est mauvaise. Ils nous ont au contraire appris à être dignes, droits, honnêtes, de comprendre le monde, de mettre du prix à la vérité. Donc moi j'avais cet exemple quand j'étais jeune de cette éthique, de cette manière d'enseigner et d'éduquer. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'éduquer en latin veut dire porter par la main. Porter par la main. Oui. Et donc de porter par la main la jeunesse. Ils nous ont porté par la main, ils nous ont transmis des choses. Mon professeur de latin, par exemple, était collègue de génération avec Sioran. Oui. Et ils avaient été étudiants, collègues, même avec le frère de Sioran. Donc ils avaient ça, si vous voulez, le devoir d'exigence, d'excellence et de droiture dans la vie, ce qu'ils nous ont cultivé. Alors moi, en tant que professeur, je transmettais ces choses-là, mais on ne pouvait pas les transmettre de manière directe, parce que on ne peut pas dire, voilà. Et quand vous parlez de la jeunesse, c'est ça que je voulais vous dire, on croyait cette jeunesse perdue. Non. La jeunesse n'est jamais égarée. Lorsque le premier signal d'une valeur essentielle est donné, eux, ils la comprennent. Ils sont en première ligne. Ça, vous le savez, dans votre pays natal, moi aussi je le sais dans mon pays natal, ils sont en première ligne. Oui. Ils prennent la première balle, et derrière il y a les autres qui arrivent, et encore d'autres qui arrivent. Et c'est comme ça que le monde change. Oui. En bien ou en mal, mais pas comme ça qu'il change. Voilà. Qui change, Voilà. Bien sûr, bien sûr. Mais en bien en général. Dan, je voudrais maintenant vous dire aussi que certainement que dans votre pays natal et en France, c'est la liesse. Alors moi j'ai décidé, j'ai souhaité du moins, pour faire cette liesse à ce prix, de lire quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touchée. C'est le poème de votre fille, on va voir son livre, Christiana, Esso. Oui. Elle est chanteuse, je le rappelle, dans le chœur de l'opéra de Limoges. Je vais le lire en français et vous allez le lire en roumain, si vous le voulez bien. Oui. Alors, le poème s'appelle « Nuit d'étoiles ». Depuis le pays transparent d'un rêve ancien, une grâce s'élance miraculeusement d'un œil magique.
une jetée par-dessus le sombre, une broderie vaporeuse se cristallise dans l'espace scintillant, jaillissement d'une existence blottie sur les plis blancs. À vous d'Albert. Je vais le lire en roumain, bien sûr. Nud de stea. Dinspre țara transparentă a unui vis trecut, o grație răsare miraculos din cochilia unui ochi magic. Trup punte deasupra spațiului întunecat. Dreapta devine orbită, contur brodat, strălucitor, proiecția unei vieți ce doarme lin pe pliuri albe. C'est magnifique. Très, très C'est bon. magnifique. Donc, cher Dan Bursea, un bandeau très beau est venu couronner tout ça. Prix Rive Gauche à Paris de la meilleure revue littéraire 2021. Merci à Laurence Biava, à ses membres du jury aussi. Merci à vous, parce que quelque part, ce que vous avez reçu, non pas en récompense, en reconnaissance, indirectement, nous en avons aussi, nous, les éclats, les beaux éclats. Et je voudrais encore une fois, si vous le permettez, applaudir. Parce que moi, je suis très heureux, je suis très bon public. Je vous applaudis, Dan. Bravo, Merci, bravo, merci, bravo, merci. bravo. Merci beaucoup. Merci à vous. Je dédie tout ça aux auteurs et je leur dis que cette récompense est pour moi un encouragement à continuer ce travail et à le faire encore mieux. Je suis sûre que c'est ça, parce que j'étais sûre que c'était qu'un point de départ. Et Tout ça. voilà. En tout cas, voilà, nous étions à la Contrescarpe, donc en plein 5e arrondissement, le quartier latin. Cette même brasserie où nous venons souvent faire des interviews. Si on a quelques bruits, ce sont des bruits de vie. Et nous les remercions infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci Et à vive vous. l'aide capitale et tout le reste. Voilà. Merci à vous.